Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'émission JSA TV. Bonjour Antonio. Bonjour Apolline. Aujourd'hui, on va vous parler des 5 sujets d'actualité. Pour commencer, nous avons accueilli un sportif paralympique au collège. Ensuite, nous aborderons les sujets du sport féminin par un micro-trottoir. Nous enchaînerons ensuite avec le sport au collège et la mode grâce aux interviews des élèves. Pour finir, on vous parlera de l'e-sport, le sport des jeux vidéo. Pour commencer, Thierry Jossom, un sportif paralympique de tir à l'arc qui va participer aux JO de Paris 2024 qui se passeront en septembre. Il est venu le lundi 13 mai au collège de Jean de Saint-Aubert nous rencontrer, nous les 4A et les 4B. Il nous a parlé de son parcours professionnel et il a fini par une démonstration. On vous montre ça. Les jeux, je les prépare depuis 2021 et j'ai augmenté mon volume d'entraînement. J'ai pris un coach aussi. C'est une très grosse préparation avant, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps passé. Je suis né en 1970 avec une malformation qui s'appelle l'épiébo. Ça veut dire que les deux pieds, les doigts de pied pouvaient se toucher. Et quand j'étais en primaire et en collège, j'ai pas eu la chance de faire du sport. Le sport, je le voyais de très loin. Moi, je le voyais de la fenêtre. Parce que je pouvais pas aller faire le sport avec les autres. Moi, le sport, je l'ai connu qu'à l'âge de 17 ans. Alors, j'ai pratiqué de l'athlétisme, de l'haltérophilie, basket et tir à l'arc. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de l'équipe de France. Depuis 2018, j'ai fait championnat d'Europe, championnat du monde, quelques-uns. Et en 2023, j'étais médaillé au championnat d'Europe à Rotterdam en équipe. Une belle petite médaille qui a fait très plaisir parce que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas entendu la Marseillaise sur un pas de tir. Le 28 mars, coup de téléphone de la fédération qui me disait que j'étais bien sélectionné pour aller faire les Jeux de Paris 2024. Au jeu, je vais tirer sur une cible qui est grande comme ça. Ça fait pas très gros, hein. Tu mets une pièce de 10 centimes d'euros, tu te mets à 18 mètres et tu essayes de la viser. Pour l'extérieur, j'ai ces flèches-là, en carbone. En salle, on prend des flèches beaucoup plus grosses. Là, c'est des flèches en alu. Et c'est pour accrocher plus facilement le 10. Les qualités, il faut être patient. Parce que le tir à l'arc, c'est 80% mental et 20% physique. C'est surtout le mental, il faut être très bon au niveau mental. Ne pas se laisser se distraire. Je suis très content d'être parmi vous, de vous faire voir ma passion et aussi de partager avec vous cette passion. Et tout ce qui est handicap, c'est pas parce qu'il y a un handicap qu'il faut s'arrêter de vivre. Il faut continuer à vivre et ça fonctionne. Je vais tout faire pour gagner Paris. Vous êtes combien de compétiteurs? On est 32 dans ma catégorie. 32. J'aimerais bien gagner Paris, oui. En plus, que c'est chez nous, ça a encore plus de valeur. Ça a encore beaucoup plus de valeur. La compétition de para-tir à l'arc commencera à partir du 29 août et sera diffusée sur les chaînes de France Télévisions. Nous accueillons Chanel pour nous présenter son reportage sur le sport et les femmes. Bonjour Chanel. Bonjour Chanel. Bonjour. Avec mon groupe, nous avons travaillé sur le foot et l'égalité. On voulait voir ce que les gens pensaient du foot en général. Nous avons fait des recherches et nous avons constaté que les femmes footballeuses gagnent 10 fois moins que les hommes. En effet, le foot masculin
et plus fréquent, mais surtout plus divulgué à la télévision. Nous avons donc fait un micro-trottoir aux alentours du collège pour voir ce que les gens pensaient. Nous allons donc vous faire voir notre reportage. Est-ce que vous pouvez nous citer des joueurs de foot masculins? Oui. Alors, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Eli Wahi de Lens, par exemple. Griezmann, Coman, Loris, Benzema, j'en connais beaucoup. C'est vrai que j'en connais beaucoup. Citez-nous des joueuses de foot féminin. Alors, féminin, je suis désolé, je regarde pas le foot féminin, du coup je ne connais pas. Encore pire, je ne sais pas du tout. ah je sais pas, je connais pas féminine. Je vois le visage, mais les noms... Alors là, j'avoue que ça va être un peu plus compliqué. Wendy Renard. Kershawi, Eugénie Le Sommer. Henri également. Voilà, on a quelques-unes des Lyonnaises. Que pensez-vous du football féminin? Il y a beaucoup de filles qui aiment bien. Déjà, il y a ma nièce qui adore. Donc, On voit que c'est pas que pour les garçons, qu'il y a aussi les filles qui peuvent jouer énormément aussi, on en voit beaucoup. Par exemple, même les clubs et tout, on voit beaucoup de clubs féminins dans le coin. ah bah ils sont mieux que les garçons. C'est moins des chochottes déjà. Excellent le football féminin, moi j'aime bien. Donc ça devrait être même plus télévisé. À votre avis, pourquoi le football féminin est moins fréquent que le football masculin? Bah ça, franchement, je sais pas. C'est dommage. Même moi, en tant que femme, je regarde beaucoup plus le football masculin que féminin. Il est plus popularisé, donc... Il y a pas mal d'a priori et je pense qu'il y a certainement des petites filles qui souhaitent jouer au foot et malheureusement les parents n'osent pas trop les inscrire en se disant elles vont être avec que des garçons, etc. Que pensez-vous de l'argent que gagnent les femmes par rapport aux hommes? Par exemple, la meilleure footballeuse gagne 50 000 € par mois et le meilleur footballeur gagne 6 millions par mois. C'est pas logique pour moi. Voilà, on parle de parité entre hommes et femmes, donc ça devrait être aussi dans le sport. Elles sont sous-payées. C'est honteux. Tout simplement. Parce que c'est des filles. femmes. Les salaires sont pas élevés, je trouve en fait que c'est proportionnel par rapport en fait à l'ampleur du foot féminin dans le paysage, dans les médias. Et les matchs de l'équipe de France féminine, maintenant, elles sont diffusées à la télé et ça, c'est un enjeu financier aussi. Donc je pense que le fait qu'elles passent à la télé, déjà, leur salaire va encore évoluer. Merci de nous avoir présenté ton reportage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous avons une autre invitée sur le plateau. Bonjour Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour. Vous allez nous parler du sport au collège, plus particulièrement du sport chez les ados. Est-ce que les ados pratiquent assez de sport? Selon l'OMS, 87% des adolescents français ne pratiquent pas assez de sport. On a donc voulu questionner des collégiens sur la thématique du sport au collège. Voici le reportage. Oui, le badminton. Je fais 2 heures le mardi et 1h30 le vendredi. J'aime pas le sport, pour moi c'est une perte de temps, je trouve ça inutile. Et mes loisirs, j'aime bien faire du skateboard avec mes amis ou toute seule. Je fais du foot le mercredi et le vendredi de 18h15 à 19h45. Après une séance de sport, je me sens un peu fatigué. Je suis un peu épuisé et j'ai soif. Je me sens fatiguée, des fois je peux avoir des courbatures et j'ai soif. Je trouve ça ennuyant et long parce que 2 heures, je trouve ça énorme sur un emploi du temps ou sur une semaine. Je préférerais qu'il y aurait moins d'heures. 2 heures de sport, c'est beaucoup un peu. C'est bien pour notre santé et que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens que si on n'avait pas de sport à l'école, ils n'en feraient pas dans la vie de tous les jours, donc c'est bien. Ce qui me met à l'aise, c'est l'ambiance de classe et certains sports comme le basket, le badminton et puis le volleyball. Oui, très à l'aise. Pour le fait que je connais bien ma classe, que je m'entends bien avec eux, donc ça me dérange pas du tout de faire du sport avec eux. On a une bonne classe et je connais tout le monde, donc ça va si je suis en binôme avec une autre personne.
C'est ennuyant d'avoir 2 heures de sport et à la fin avoir 2 heures de cours parce que c'est fatigant. Ça va, on a 4 heures de cours en tout, un peu l'après-midi, 3-4 heures, ça va. Quand on finit 17h20, c'est un peu chiant vu qu'après j'ai sport à 18h, donc j'ai pas beaucoup de temps quand je rentre. Vu que je fais pas de sport, ça me dérange pas. Mais je pense que si je faisais un sport, ça me dérangerait un petit peu quand même parfois. Suite à ces témoignages, nous avons questionné une professeure de sport pour avoir un avis plus professionnel. Tout de suite, ce reportage. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Morgane Lepez, je suis enseignante d'EPS, d'éducation physique et sportive, au sein du collège Jean de Saint-Aubert qui est situé à Libercourt. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir prof de sport? C'est vrai que déjà j'aimais le sport, donc forcément l'EPS m'a intéressée et j'aimais bien la relation, c'est vrai, avec l'autre, le fait aussi de pouvoir transmettre sa passion. Voilà, ces deux points-là m'ont permis du coup de devenir professeur et du coup d'éducation physique et sportive. Et quels sont les bienfaits du sport pour un adolescent? Alors je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a un premier bienfait, on va dire, moteur, du fait que l'adolescent, que ce soit dans son cours de PS ou dans un autre club, il puisse développer sa motricité, qu'il puisse avoir des aptitudes physiques, artistiques et voilà, également motrices. Il y aurait des bienfaits, je dirais, émotionnels qui sont aussi également importants parce que je pense que le sport développe des émotions à chaque adolescent et adulte également et enfant. Quelles conséquences négatives une pratique insuffisante de sport peut avoir sur la santé? Alors bien sûr, on pourrait penser tout de suite à l'obésité, au surpoids. C'est vrai qu'une pratique physique régulière est importante dans la vie de tous les jours et quel que soit l'âge, bien évidemment. Après, je pense qu'au niveau négatif, ça pourrait être une non-connaissance de soi, parce que le fait de faire du sport aussi permet de se connaître, de connaître ses limites. Pensez-vous que les élèves ont assez d'heures de sport au collège? Moi, je pense que j'aimerais bien aussi que les élèves puissent avoir tous 4 heures de PS au collège, du coup que ce soit aussi en 5e, 4e et 3e. Après, à cela, il faut savoir que l'on propose au sein du collège une association sportive. Donc pour les élèves volontaires, ils peuvent venir faire du sport en plus entre midi et 13h et le mercredi après-midi. Trouvez-vous que les élèves pratiquent assez de sport en dehors du collège? Non. Je vous avouerai que je pense que peu d'élèves dans notre collège pratiquent du sport en club et je pense que ce serait une des compétences à leur faire développer le fait peut-être de reproduire et de continuer en dehors du collège et de l'EPS. Comment décidez-vous des sports du programme pratiqué par les élèves? Alors en fait, du coup, en EPS, on a un programme national à suivre qui est constitué, qui est divisé en 4 groupes d'activités. Donc il y a un premier groupe d'activités qui sont les activités de performance, où on peut par exemple retrouver de l'athlétisme. Ensuite, il y a un deuxième groupe d'activités qui rassemble les activités où l'élève doit se développer dans des environnements variés, inconnus, incertains, comme par exemple l'escalade, la course d'orientation, la natation. On a ensuite un troisième groupe d'activités. Celui-là est un groupe d'activités plus artistique. Donc là, on va retrouver la danse, le step, la gymnastique, l'acrosport, l'art du cirque. Et enfin, il y a un dernier groupe d'activités où les élèves sont en affrontement. Donc ça peut être des affrontements individuels, tel sport de raquette ou sport de combat, ou alors des affrontements collectifs. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Ali en tout cas de ton invitation et bonne continuation. Nous avons pu constater, après ces interviews, que la pratique du sport était importante. Quand les adolescents n'en pratiquaient pas du tout, il peut avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. Merci Kenza de nous avoir parlé de votre reportage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous avons vu avec Kenza que les ados n'en font pas assez de sport. Et pourtant, leur garde-robe est essentiellement constituée de vêtements de sport. Et maintenant, nous accueillons Nassim. Bonjour Nassim. Bonjour. Vous allez nous parler de la mode et plus particulièrement du jogging et du sweatshirt. Oui, le jogging a été créé pratiquement pour le sport en 1920, principalement pour l'athlétisme. Mais aujourd'hui, presque tout le monde porte des vêtements de sport. Et même quand il n'en pratique pas, le sweatshirt est présent dans la garde-robe de tout le monde, malgré le nom qui signifie maillot pour transpirer. Le sweatshirt a réussi à s'imposer et est devenu une pièce méga tendance. C'est pour cela qu'on a interviewé nos camarades pour qu'ils nous donnent leur avis. Regardez notre reportage.
Je préfère les vêtements de sport parce que je me sens mieux dedans et en jean, il n'y a pas vraiment de marque. Et je préfère porter de la marque. Oui, dans mes tenues, des fois, je mets des sweats, mais parfois, j'en mets pas parce que si j'en mets, après, j'ai beaucoup trop chaud et c'est un peu embêtant. J'en porte très peu, mais quand ça m'arrive, c'est quand il y a une activité physique ou quand j'ai pas trop envie de réfléchir sur comment je m'habille. Non, je ne porte pas de vêtements de sport quand je fais pas sport. Je trouve que c'est mieux de porter des vêtements de marque, vu que c'est de la plus bonne qualité et c'est plus confortable. Je trouve ça plus beau parce que genre il y a un logo dessus qui montre bien ce que c'est. C'est pas important, mais je crois que j'ai jamais vu des vêtements de sport sans marque. C'est pas nécessaire vu que je fais pas de sport, donc je prends vraiment le moins cher et le plus utile. Les vidéos des sportifs, ils m'influencent parce qu'ils montrent leurs vêtements, leurs habits et tout. Et donc ça fait des modèles un peu. Parce que je trouve qu'ils s'habillent bien majoritairement et donc ça me donne envie de porter à peu près les mêmes choses. De porter la même marque. Non, je regarde pas trop tout ce qui est sport, donc on m'influence pas trop sur les habits de sport. Je suis raisonnable, je vais pas prendre un vêtement à 300 €. Mes parents, ils me laissent acheter ce que je veux, ils me laissent porter ce que je veux, donc du coup, il n'y a pas de problème pour ça. Si je leur demande une fois, deux fois, et s'ils veulent pas, c'est tout, je prends un autre. Je vais leur en parler sur pourquoi je veux ça, en quelle occasion je le porte et tout ça. Oui, il y a des moments où je dois les convaincre pour porter certaines choses. Merci Nassine pour votre reportage. Merci. De rien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous présentons notre dernier sujet. Et oui, déjà notre dernier sujet. On va vous parler de l'e-sport. Que savez-vous de l'e-sport, Apolline? Franchement, j'en ai aucune idée. L'e-sport a été créé vers les années 2000. Le mot e-sport vient de l'anglais qui veut dire sport électronique. Les joueurs d'e-sport s'affrontent dans des compétitions seules ou en équipe. Ces compétitions sont très populaires et regardées. Ok, et maintenant j'en sais plus. Mais du coup, est-ce que l'e-sport est connu? Est-ce que c'est un sport comme les autres? Nous allons voir ce qu'en pensent les habitants de Libercourt avec ce micro-trottoir. L'e-sport. L'e-sport. Non. L'e-sport, oui. Enfin, c'est les compétitions de jeux vidéo. En gros, l'idée, c'est d'avoir des compétitions internationales de jeux vidéo et en classe par équipe, souvent par pays, et c'est des compétitions internationales. Oui, parfaitement, parce que c'est un sport comme un autre. Alors, c'est pas un sport physique, c'est vrai. C'est la majeure distinction entre les deux. Après, je pense que c'est un débat qui est intéressant, mais pourquoi pas, je le regarderai en tout cas. Ayant des enfants, on sait que ça a un côté assez néfaste, mais aussi le fait de mettre ça au JO, ça pourrait peut-être positiver la chose et en tirer le meilleur côté. Franchement, pour moi, non. Du sport, on court, on joue au ballon, tout ça, mais le jeu, c'est rester assis. Il n'y a que le pouce qui joue, c'est tout. On peut dire que c'est une forme de sport intellectuel, parce que physiquement on reste assis sur une chaise, mais intellectuellement, ouais, je pense que ça a sa place. Écoutez, si ils y arrivent, pourquoi pas, hein. Bien sûr, parce que moi je suis d'avis de dire que tous les hobbies doivent pouvoir être rémunérés. Comme quelqu'un qui fait de l'athlétisme peut être rémunéré par son sport, par les sponsors, je pense qu'on peut appliquer exactement le même process sur les jeux vidéo. Ouais. Non, c'est pas un travail ça. Comme je dis, c'est plus un loisir, une détente.
mais pas un travail sur... Bah oui, déjà c'est un métier parce que ça demande de l'entraînement, ça demande du temps et ça demande un certain matériel. Donc faut être, je pense qu'il faut être rémunéré à son travail. Après, je pense qu'on y prend quand même plaisir, mais c'est comme les gens qui prennent plaisir au travail, ils sont quand même rémunérés. Donc je pense qu'il faut être quand même rémunéré. De toute façon, il me semble qu'ils le sont déjà. Grâce à ce micro-trottoir, nous avons pu voir que les habitants de Libercourt interviewés considèrent plutôt le e-sport comme un vrai sport. S'il n'est pas représenté au JO 2024, il a été reconnu comme un sport par les comités internationaux olympiques en 2017. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à la CATRA de leur travail de journaliste. Merci aux professeurs. Merci à ILTV de nous avoir laissé faire notre émission. Au revoir Apolline. Au revoir Antonio. Au revoir tout le monde.